Bonjour, bienvenue à tous donc, dans cette table ronde qui est proposée par un acteur que l'on n'attendait pas forcément, ni dans cet endroit, ni sur le marché de la santé. Pourtant, il y débarque en force et avec beaucoup de précision. Déjà, c'est La Poste, groupe qu'on est habitué à connaître pour le courrier. Et bien pourtant, c'est déjà un groupe qui est bien implanté sur le marché de la santé digitale de manière générale et qui est en train de développer fortement des solutions de e-santé. C'est sur deux de ces solutions que nous allons nous attarder cet après-midi. L'une qui est menée en Alsace avec l'hôpital de Strasbourg et une autre en suivi oncologique avec l'AP-HP sur Paris. Alors qu'est-ce que peut apporter la Poste ou les postiers de manière concrète à des malades? C'est ce que l'on va voir tout de suite avec David de Amorim, qui est directeur de l'innovation chez DocaPost, le docteur Omar Beloussif, qui est directeur médical de la Poste Silver et Santé, et Agnès Briard de Nouvéal, une start-up en e-santé qui a aujourd'hui un partenariat très fort avec la Poste. Et je vous laisse donc la parole à tous les trois. Merci. Donc, bienvenue à tous. Nous allons aujourd'hui vous présenter ce que nous faisons effectivement dans le domaine de la e-santé, qui n'était pas, il y a quelque temps encore, un domaine naturel où, comme vous le disiez, nous étions attendus. Malgré tout, avec des expériences dans le numérique, où nous avons la chance d'avoir David Amorim, qui est directeur du développement de chez DocaPost e-santé. On a des choses à faire et des développements naturels dans la santé qui correspondent à une diversification naturelle de la Poste en lien avec ce qui constitue réellement la Poste, c'est-à-dire un réseau de proximité avec la population. Et nous sommes là, si l'on peut dire, pour aider et faciliter l'accès à la santé et les parcours de santé pour la population générale. Donc, comme je vous le disais, on est parti de ce que constitue la Poste et avec un alignement plein et entier avec la politique de santé de l'État, avec comme objectif la fluidité et augmenter la qualité et faciliter la prise en charge des personnes dans la mesure du possible, optimisant la dépense de santé. Alors, notre intervention va s'articuler autour de différents savoir-faire que l'on trouve au sein de la Poste et une orientation stratégique qui vise à accompagner la population et les personnes en situation de fragilité, qu'elles soient liées à l'âge ou à la maladie, grâce à divers outils que vous avez là, qui partent de services à la personne, qui vont permettre de faciliter la vie de personnes qui ont ou qui commencent à avoir des difficultés à effectuer les activités du quotidien, mais également avec une orientation santé, puisque quand on parle de parcours de vie, on a la santé qui est très présente, et nous sommes également présents dans la santé à domicile, et bien évidemment, ce qui peut faire le lien avec tout cela et garantir une bonne prise en charge, c'est la partie numérique et la réflexion sur les parcours de soins. Donc tout cela s'assoit et s'appuie bien évidemment sur un réseau de facteurs qui peuvent intervenir, on verra comment, pour faciliter les choses, ainsi que tout ce qui est en lien avec la logistique et des aspects plus assurantiels, où ce sont des métiers plus classiques de la Poste. Donc je vais passer la parole à David, qui va nous expliquer cette partie numérique et tout ce que l'on peut y faire. Alors effectivement, nous, le sujet dans la partie DocaPost, au sein du groupe La Poste, on est logé au sein de l'activité numérique du groupe La Poste. La Poste, comme toutes les entreprises du XXIe siècle, doit aussi être une entreprise digitale. On ne peut pas être une entreprise aujourd'hui sans adresser cette dimension. Donc on fait partie du 5e métier de La Poste, le digital. Donc vous connaissez le courrier, le colis, la logistique, les bureaux de poste, la banque, et il y a aussi le digital. Et donc DocaPost, c'est une entreprise qui pèse à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 5000 personnes. Et on est spécialiste de la transformation digitale des entreprises et aussi des institutions publiques. Et ce qui caractérise notre activité par rapport à d'autres acteurs dans le digital, c'est qu'on est sur un modèle très disruptif, très différent. C'est que finalement, nous, notre modèle, il est plutôt sur l'idée qu'on ne va pas ouvrir l'enveloppe pour lire le courrier. C'est la promesse historique du facteur depuis 500 ans à peu près. Et dans le digital, on fait la même chose.
on n'ouvre pas le courrier. Alors ça, c'est très intéressant parce que finalement, ça nous positionne comme un tiers de confiance. Le facteur est un des personnages préférés des Français parce qu'il incarne la proximité et la confiance. Et dans le digital, c'est la même chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est premier hébergeur de données de santé, par exemple en France, avec 35 millions de dossiers actifs rien que pour le dossier pharmaceutique, 45 millions en tout. Et finalement, l'idée qu'on a, c'est de faire une chose qui est très simple, c'est de réconcilier les différentes sphères. Et donc, c'est quoi ces différentes sphères ? C'est la sphère familiale, la sphère médico-sociale, la sphère médicale. Je vous prends un exemple qui est très concret, parce que sinon ça peut être très théorique. Moi, mon papa, il y a quelques mois, a eu besoin d'une transfusion sanguine. Il est arrivé dans une clinique et en fait, il a dû attendre 5 heures pour sa transfusion, tout simplement parce qu'il y avait 4 dossiers médicaux qui étaient créés à son nom. Ils étaient incapables de retrouver le bon. Et donc, il a fallu tout recommencer. Donc, imaginez ce que ça coûte. Et puis, en termes de bénéfices pour le patient, c'est génial. Et donc, l'idée, c'est qu'on réconcilie bien cette sphère de l'individu, la sphère familiale, avec celle du médical. Donc, dans la sphère familiale, l'enjeu, c'est finalement de pouvoir regarder son historique de données. Alors, c'est un sujet qui est très intéressant, puisqu'à un moment donné, en tant que parent, on va gérer la santé de ses enfants. Plus tard, on va aussi avoir un lien avec la sphère médico-sociale. On devient aidant, on va s'occuper de ses parents, on va interagir avec des acteurs médico-sociaux. Et cette information, eh bien, typiquement sur la sphère familiale, on a une offre qui s'appelle DigiPost Santé, par exemple, un coffre-fort pour stocker ces données de santé. Par exemple, vous pouvez récupérer vos relevés de mutuelles dedans. On a plus de 65 mutuelles qui sont accessibles par ce connecteur. Et donc, vous pouvez le stocker dans un environnement qui est pérennisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la pérennité dans le domaine de la santé, c'est quoi ? C'est une centaine d'années. On a une espérance de vie qui s'accroît. Et donc, ce qui caractérise le domaine de la santé par rapport à d'autres domaines où on a de la data, c'est que finalement, il faut la conserver une bonne centaine d'années. Je peux avoir besoin de mon historique. Et là, c'est ce qui va nous démarquer, nous, La Poste, c'est qu'on a un acteur pérenne. On existe depuis 500 ans, donc dans 100 ans, finalement, c'est pas grand-chose à notre échelle, à nous. Et c'est intéressant parce que du coup, on peut garantir de stocker et pérenniser cette information pour l'individu dans un espace à lui. Et faire le lien avec la sphère médico-sociale, et faire le lien avec la sphère médicale, parce que du coup, on a par exemple une identité numérique à valeur probante qui permet de faire le lien entre l'individu, son identité, et demain on peut le relier à l'INS ou d'autres systèmes d'identification pour finalement, quand mon papa il arrive dans la clinique la prochaine fois, on sache le retrouver tout de suite. Et ça, c'est un vrai sujet. Et donc lui, il vient de sa sphère familiale, de sa sphère privée, il arrive dans la sphère médicale. Et dans la sphère médicale, alors le médecin, lui, il a envie de tout savoir, il peut tout savoir. Alors dans le DMP, le patient peut aussi masquer des informations, c'est un grand débat. Mais le patient, il peut aussi décider de ce qu'il ne partage pas avec le médecin. Et donc finalement, voilà, le médecin, il peut avoir accès à tout, presque tout. Voilà, et finalement, le vrai sujet, c'est aussi de décloisonner ce système-là. Et en amenant des mécanismes comme celui que j'ai évoqué, de coffre-fort ou d'identité numérique, finalement, on peut contribuer à décloisonner ce système en devenant un acteur qui est tiers de confiance, qui permet de réconcilier ces différentes sphères. Et donc, voilà, c'est là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça nous positionne comme une alternative aux GAFAM. Donc, finalement, on est une alternative crédible en France par rapport à tous ces acteurs. Amazon qui a racheté une pharmacie en ligne pour 2 milliards. Apple qui va à fond les balais. Apple, c'est devenu vraiment un de ces sujets stratégiques, la santé. Mais globalement, tous les GAFA y vont. En général, quand ils y vont, c'est qu'il y a une raison. Ils n'y vont pas par hasard. Et puis quand ils y vont, ils y vont comme un effet de rouleau compresseur. Donc l'idée aussi qu'on a derrière tout ça, c'est de dire qu'il faut qu'on garde cette valeur en France, au bénéfice du patient, au bénéfice d'un système public. On a besoin aussi de faire circuler cette information. Et puis surtout, si on ne le fait pas, nous, en France, pour capter cette valeur ici, cette data, elle va migrer. C'est un vrai sujet, la migration, ces temps-ci. Mais sur la data qui a de valeur, il n'y a pas de sujet, elle migre très facilement. Elle peut migrer en Asie, elle peut migrer en Amérique du Nord. Et donc finalement, il faut aussi qu'on crée des systèmes qui permettent de garder cette valeur et de la conserver en France. Et clairement, La Poste, tiers de confiance historique, tiers de confiance dans le digital, peut amener une alternative crédible. Crédible parce que finalement, on est une marque qui est proche de tous les Français, donc aussi proche de tous les professionnels de santé, parce qu'ils connaissent aussi La Poste, historiquement. Et donc, on peut réassurer cette relation. Alors maintenant, il faut pouvoir l'exécuter. Alors pour l'exécuter, on a lancé une plateforme e-santé qu'on a présentée il y a 2 ans à Las Vegas. Ça a plutôt bien marché. Il y a 2 ans, on a fini 4e influenceur mondial. Cette année, on a fini 2e influenceur mondial. Devant qui ? Google, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure.
quand même rigolo que La Poste à Las Vegas fasse plus de buzz que Google. Pourquoi ? À cause de ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée de tiers de confiance. Finalement, nous, on est innovants. Tous les autres, ils sont plus innovants parce qu'ils cherchent à valoriser la donnée, à l'exploiter, etc. Et finalement, nous, on prend le contre-pied de ce système-là, on est innovant parce qu'on cherche à le protéger. Et donc, ce qui fait qu'on a fini deuxième influenceur, deuxième entreprise qui a fait le plus de buzz à Las Vegas. Première, je crois, Vivatech, Omar, si mes souvenirs sont bons, autour de cette idée simple. Et une plateforme de cette nature, une plateforme SaaS dédiée à la e-santé, à l'état de l'art mondial, avec un écosystème de services, ça permet de s'interconnecter à un système d'acteurs, donc dans la santé, le DMP et d'autres. Donc nous, on a vocation à s'intégrer dans cet environnement. Demain, l'espace numérique santé de l'État. Développer des bouquets territoriaux de services, on a parlé des facteurs tout à l'heure. Réaliser des prestations de suivi de santé à domicile. Donc nous, on va l'outiller techniquement pour que ça puisse se projeter. Parce que ce qui est intéressant, et ça, Google ou Amazon ou d'autres auront du mal à le reproduire, c'est que finalement, on peut combiner du digital, mais aussi de l'humain. Typiquement, quand j'ai un facteur qui vient réaliser une campagne de prévention pour l'ARS sur un dépistage en oncologie en faisant une remise commentée de ce programme, eh bien, on a des taux de transformation qui varient de quelques pourcents à des dizaines de pourcents sur les populations qui sont ciblées. Combiner numérique et humain, ça peut amener beaucoup de valeur. Et nous, alors, le numérique, on connaît bien, mais alors l'humain, on connaît encore mieux, puisqu'on a un réseau de proximité qui est le plus dense en France. Des prestations donc, de suivi et de santé à domicile. Un sujet qui se développe beaucoup, c'est la pharmacovigilance et l'efficacité thérapeutique. Imaginons que si je réconcilie les sphères et que je fasse circuler cette information, alors là, il y a énormément de choses à faire. Gros sujet de santé publique derrière cette thématique-là. La gestion de parcours patient, des services de prévention, un modèle économique pas simple à trouver sur ces sujets-là. Le télésuivi de patients et de traitements, donc là, ça se développe beaucoup plus. Voilà, donc une plateforme finalement technologique, tiers de confiance pour accélérer le développement de ces sujets-là. Et ça permet de répondre à des besoins qui sont très concrets, l'amélioration de la prise en charge des maladies chroniques, hypertension, diabète, etc. 60% des 270 milliards dont on a parlé tout à l'heure, les 11% de PIB qu'on dépense, c'est sur ces maladies-là. Et il se trouve qu'on a aussi un vieillissement de la population, donc on sait que ça va croître. Donc il y a un vrai sujet d'optimisation du système de santé en termes de bénéfices patients, bénéfices pour les professionnels de santé, mais aussi avec une équation économique qui ne va pas être simple à gérer. L'optimisation des parcours médicaux pré- et post-opératoires, ambulatoires et soins de suite, c'est typiquement ce qu'on était venu présenter l'année dernière avec Elsan, donc premier groupe de cliniques français avec Ramsay. Et donc là, cette année, on est en train de déployer massivement 30 à 40 cliniques par mois. Adèle, un assistant digital. Et là, on est typiquement sur ces sujets-là, le développement d'ambulatoire, les 70% d'ici 2022, etc. Donc, on va aussi répondre à des nouveaux paradigmes digitaux dans les essais cliniques et les programmes de recherche. Roche, par exemple, a racheté un acteur pour 2 milliards d'euros, non pas sur de la recherche fondamentale sur des molécules, mais sur une entreprise de data. MoveCare, par exemple, une start-up française, Cocorico, première start-up à avoir un programme, une application de santé qui est pris en charge par une sécu au niveau mondial. C'est une app qui fait du suivi sur la rechute du cancer du poumon, réduit le risque de 30 à 50%. Elle est avec nous à Vivatech. Donc voilà, on a des sujets comme ça qui amènent beaucoup de valeur dans ces domaines-là. Besoin de maintien accru à domicile des seniors, le digital pour rapprocher les distances. Alors là, pour le coup, nous, on est en première ligne, des territoires qui viennent nous voir. Les déserts médicaux, 11 500 communes qui sont dans cette problématique-là. Moi, j'habite dans un endroit qui est un petit peu vert, avec la boulangerie, tout ça, pas loin. Eh bien, mon médecin est parti à la retraite. J'en ai rappelé un autre, il me dit c'est simple, il y en a 3 qui sont partis à la retraite en même moment, donc du coup, débrouillez-vous. Donc j'ai fait du Doctolib, comme beaucoup de gens dans ces cas-là. Et finalement, là, je ne suis pas en train de vous parler d'un village au fin fond de la Corrèze, c'est à 3,5 km de la Tour Eiffel, à Meudon en l'occurrence. Vous voyez, donc le désert médical se rapproche du centre-ville, même parisien. Et donc là, pour le coup, nous, la réponse, c'est de combiner digital et humain pour amener plus de valeur au travers de ces plateformes et des services que vous avez vus de la Poste. Et là-dessus, on a un savoir-faire, je dirais pas millénaire, mais demi-millénaire. Donc on développe des applications mobiles pour les patients. Alors on en a fait une qui est un peu porte-étendard en termes de communication, qui est la Poste e-santé, présentée à Las Vegas ou à Vivatech plusieurs fois. DigiPost Ma Santé, le coffre-fort. On développe aussi des applications à façon, comme pour Elsan. On a aussi un portail pour les professionnels de santé pour interagir avec ces applications à distance, une plateforme dans le cloud, un carnet de santé digital. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est conforme avec le RGPD. Il permet d'adresser à la fois des problématiques de données structurées et de données non structurées.
Et ça, c'est intéressant. Et donc, l'objectif, c'est de le rendre interopérable avec le DMP, avec tous les systèmes comme le NS, etc. demain, pour finalement créer de l'usage de la valeur et contribuer à les alimenter. Concrètement, on fait quoi? Des exemples très concrets. Donc, Digipost Ma Santé, 3 millions d'utilisateurs en France. La Poste e-santé, donc là, que vous pouvez télécharger gratuitement, mais qui est utilisé aussi pour faire des suivis médicaux, par exemple avec l'Institut Raphaël dans Maison de l'après-cancer, avec Giropharm, donc là c'est plutôt dans le monde des pharmaciens, groupement de pharmaciens, avec Arro, donc là on a un outil qui est mis à disposition par le pharmacien pour pouvoir faire du conseil avec son patient. Et là, je vais vous parler plus spécifiquement de Barthélémis, donc un projet qu'on a développé avec l'IHU de Strasbourg sur la chirurgie bariatrique, Déolval, donc avec l'APHP, ou Adèle, donc l'assistant digital. Et là, on vise un déploiement sur 2 millions de patients. Donc, ce sont des exemples très concrets où finalement, on s'adosse à cette plateforme tiers de confiance et qui peut embarquer nativement l'ensemble de l'écosystème de services qu'Omar vous a présenté tout à l'heure. Donc, on est bien aussi dans le digital, mais aussi au service de l'humain, au service du patient et du renforcement de la relation entre le professionnel de santé et le patient. Elsan, par exemple, aime bien expliquer que finalement, c'est l'idée d'avoir une application dans la poche qui permet d'avoir sa clinique dans la poche et à tout moment pouvoir interagir avec les professionnels de santé à distance quand il y a besoin. Alors concrètement, l'IHU de Strasbourg, qu'est-ce qu'on fait? Donc le programme Barthélémis, c'est un programme assez novateur. L'hyperobésité, c'est des maladies qui nécessitent un suivi presque au long cours, presque toute sa vie en fait, avec différentes étapes avant, pendant, après. Et donc là, concrètement, on remet une valise d'objets connectés, un pèse-personne adapté pour les fortes corpulences, un bracelet connecté, un Garmin, un oxymètre, un tensiomètre, un thermomètre. Donc tout ça est appairé, avec des questionnaires à remplir, un suivi avec un portail à distance avec le professionnel de santé. Et donc là, on s'appuie sur des objets qui ne sont pas très complexes, mais qui sont des objets médicaux comme cet oxymètre, là, le Nonin, qui sont très simples d'usage. Et finalement, là, on rentre dans une phase d'essai clinique sur ce programme, donc avec une trentaine de patients qui sont en cours d'enrôlement, pour faire une évaluation et comparer le suivi si on avait ça, enfin si on avait ce système et si on ne l'avait pas. Ce qui est intéressant de voir dans ce schéma-là, c'est qu'on a différents protocoles qui sont mis en œuvre avant l'opération, peu de temps après l'opération, et puis dans les 6 mois après, qu'est-ce qui se passe? Donc le protocole s'adapte en fonction du moment, de l'étape dans le parcours, dans la relation avec l'individu. Donc on est vraiment dans une approche qui est centrée patient et au service du professionnel de santé. Donc là, on quitte la dimension gadget pour faire un suivi médical qui est beaucoup plus poussé et qui rentre lui-même dans un protocole d'évaluation clinique, parce que l'idée, c'est qu'on puisse en faire la démonstration et donc, si elle est concluante, aller vers des modèles aussi de prise en charge. Tout ça, ça s'inscrit dans un programme qui est plus large, j'y reviendrai après, de développement de la e-santé sur le territoire. C'est un projet qui préfigure cette ambition plus globale et qui a vocation à être répliqué sur différentes pathologies. Je vais revenir un petit peu plus loin. À la PHP, là, on va chercher à faire un suivi sur les greffes de poumons, donc à faire un suivi avec un thermomètre connecté. Donc c'est un thermomètre qui s'appelle Toki, qu'on a développé avec une start-up qu'on avait embarqué avec nous il y a 3 ans à Las Vegas, qui depuis est distribué dans pas mal de pays en Europe, qui est un thermomètre initialement fait pour les nourrissons, donc qui doit être très précis sur la mesure de température. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un patch. Donc on le pose et on fait un suivi. Il est aussi interfacé en termes de système avec un spiromètre donc, médical pour pouvoir faire le suivi. Et donc l'objectif, c'est d'identifier les rejets de greffe ou les infections le plus tôt possible. Et donc, une fois que le patient retourne à domicile, il est monitoré, suivi très régulièrement avec ses objets connectés, avec des questionnaires, suivi pendant 18 mois, avec un environnement sécurisé de données pour les santé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que donc là, on s'inscrit aussi dans un programme d'essai clinique. Les données, elles sont anonymisées et alimentent également des programmes de recherche. Donc des programmes avec des centres de recherche à l'INRIA et à la PHP pour traiter également ces données. Donc finalement, on fait un suivi longitudinal avec beaucoup de données, à la fois au service d'un suivi médical, mais aussi au service d'un programme de recherche. Et donc, on est en capacité de traiter la donnée de manière différente, différenciée en fonction de la finalité
Donc ça induit des mécanismes de consentement qui sont un peu plus poussés, parce qu'il y a différents types de consentement intégrés finalement dans ce schéma-là. Et là, on amène aussi des solutions de consentement digital éclairées en conformité avec le RGPD. Alors, un exemple d'activité. Donc, réponse à un questionnaire. Donc là, c'est sur le cas Eolval. Synchroniser votre spirométre, mesurer l'oxymétrie, mesurer la température. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi intégrer l'observance. Et donc, s'il y a un souci par rapport à l'observance, si les personnes ne prennent pas bien leurs médicaments, on a une infirmière qui va appeler pour leur demander ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, on est vraiment dans cette promesse aussi numérique et humaine. On combine les deux dans le cadre du suivi. Des exemples de questions qui sont posées aux patients. Donc vous voyez, elles sont assez simples finalement, parce que la problématique à laquelle on est confronté, c'est l'enrôlement de ces patients. Ils vont être souvent stressés. Donc il ne faut pas leur amener des choses trop complexes. Donc finalement, on crée un protocole d'essais cliniques. Sur ces sujets-là, on va embarquer des questions simples sur lesquelles finalement on peut avoir des populations qui sont geeks, mais aussi des populations qui ne sont pas geeks. Et donc finalement, la dimension de l'ergonomie, de l'usage, de la simplicité d'utilisation, ce que j'appelle moi la simplexité, là elle est bien retranscrite, parce que vous voyez, ce n'est pas des écrans qui sont complexes, mais ça permet de faire un véritable suivi médical. Un exemple sur le portail des professionnels de santé, donc moi ça va plutôt bien, donc je suis tout en haut là, en vert. Mais effectivement, pour mon collègue Jean-Marie, là la tension artérielle va moins bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans une médecine personnalisée, c'est-à-dire à tout moment, le médecin peut se débrancher du système sur lequel là on est sur des règles génériques. Il y a plus de 2000 règles médicales qui sont implémentées derrière pour reprendre la main et finalement fixer des règles très personnalisées en fonction du profil de l'individu, de son poids, de son âge, de ses antécédents médicaux. Et le médecin peut lui-même refixer des paramètres. Dans les nouvelles évolutions qu'on est en train de mettre en œuvre, on a même des logiques de care plan avec des plans personnalisés, et on peut aller chercher des templates, des exemples de templates personnalisés en fonction de typologie de patients, pour finalement les injecter et avoir aussi une solution un peu intermédiaire entre un tout générique et un tout personnalisé. Et donc là, on fait le lien entre le professionnel de santé et le patient. Donc là, ce sont des exemples très concrets qu'on a mis en œuvre et qui sont en cours de déploiement. Et là, je vais passer la main à Novéal, donc, qui est une start-up dans laquelle le groupe a décidé d'aller assez loin dans la participation et la collaboration. C'est ça, Omar? C'est ça, absolument. Donc vous voyez en fait que le groupe La Poste a des compétences très importantes, une expertise et des développements tels qu'ils ont pu être exprimés par David. Mais tout cela doit servir, encore une fois, une vraie valeur de proximité et d'accompagnement des personnes en situation de fragilité. Et cette proximité, on va la concevoir grâce à des outils performants qui vont assurer la sécurité et le lien, mais également grâce à des initiatives de collaboration avec des établissements de santé et des centres d'excellence. Et on souhaitait vous montrer un autre exemple, une autre façon d'exprimer ces valeurs à travers l'exemple de la société Nouvéal, qui est spécialisée dans la digitalisation du parcours de santé. Et je laisse la parole donc à Agnès Briard, qui est directrice de développement chez Nouvéal. Merci. Donc on va commencer par une petite vidéo introductive de notre solution. Moi, c'est Clémence. Je dois me faire opérer dans quelques jours. Avec le stress, j'ai du mal à penser à toutes les choses que je dois faire pour me préparer. Heureusement, eFeedback m'aide à m'organiser. Pour les formalités administratives, je peux envoyer mes documents, réserver mes repas et ma chambre en ligne depuis chez moi. Avant mon opération, j'ai accès à des informations pratiques pour mieux me préparer. Le jour J, je me change les idées et le temps passe plus vite. De retour à ma vie active, je reste en contact avec l'équipe soignante. Je réponds à des questionnaires en ligne. On me contactera en cas d'anomalie durant ma convalescence. Finalement, c'était pas si compliqué. Je me suis sentie accompagnée tout au long de mon parcours médical. Voilà, donc si on peut revenir sur la présentation PowerPoint, s'il vous plaît.
Voilà. Donc, c'était le teaser promotionnel de notre solution eFeedback, solution que nous avons co-construite en 2015 avec le groupe privé de clinique Capio. Et l'idée, c'est que nous avons répondu avec les équipes terrain médicales de Capio. On a répondu avec eux à un appel à projet qu'ils souhaitaient mettre en place pour digitaliser le parcours de soins de leurs patients pour de la chirurgie ambulatoire dans le cadre de l'ARAC. Merci. Donc voilà, l'idée c'est qu'on a co-développé avec le groupe Capio 3 modules, donc la préadmission en ligne, un module d'accompagnement de préhospitalisation et un 3e module, et non des moindres, le suivi post-hospitalisation. L'idée c'est que le patient va avoir sa propre application, que ce soit sur tablette, smartphone ou encore sur ordinateur, et l'application va accompagner le patient dans son parcours préparatoire à son admission. Donc il va pouvoir remplir son formulaire de préadmission en ligne, recevoir des notifications par email et ou par SMS pour ses rendez-vous, sa consultation préanesthésique par exemple, recevoir des documents préparatoires à son admission. Il va donc recevoir des notifications sur son application. Est-ce qu'il y a un pointeur ? Là ? Non, il n'y a pas de pointeur. Bon. Juste avant son admission, il va recevoir une checklist qui est entièrement personnalisable, paramétrable en fonction du service, en fonction de l'aire thérapeutique, en fonction de l'intervention également du patient. À J-3, à J-2, donc les protocoles sont paramétrables. Une fois que le patient est admis, le parcours péri-hospitalier se déroule et l'application reprend le relais, c'est-à-dire que le patient est accompagné de nouveau après son intervention grâce au 3e module donc de post-hospitalisation, et le patient peut du coup répondre à des questions post-opératoires, post-hospitalisation et déclarer s'il a des effets secondaires ou des symptômes aggravants à domicile, et l'application permet de ce fait une détection précoce des risques. Donc eFeedback, c'est l'assistant digital de suivi médical. Voilà, comme je vous le disais, l'idée c'est vraiment d'automatiser et d'optimiser la préparation et le suivi des patients. C'est une solution donc multi-support. On a essayé de faire quelque chose d'assez ergonomique, facile à l'usage. On a fait une preuve de concept d'un peu plus de 10 mois. Avec nos UX designers, nous avons vraiment essayé de faire une ergonomie facile. On a énormément de services qui ont une patientèle âgée, donc on voulait vraiment faire une solution facilement utilisable, que ce soit par les professionnels de santé qui ont donc le tableau de bord que vous voyez ici. Donc ils ont une vision à 180 degrés sur la file active de leur service, ou encore du côté du patient, de l'application patient que vous voyez là sur le smartphone, avec vraiment des tâches, on clique et on fait dérouler point par point les questionnaires pré- et post-opératoires. Au niveau de la confidentialité, les données sont hébergées chez un hébergeur de données agréé santé. Nous, Véal ou bien même La Poste, nous n'avons absolument pas accès à la base de données. Tout est crypté, tout est anonymisé, et la propriété intellectuelle des data, de toutes les données en vie réelle récoltées dans l'application appartiennent entièrement à l'équipe médicale, à la structure hospitalière. Donc c'est une solution entièrement paramétrable, comme je vous le disais. L'idée, c'est vraiment de proposer une solution clé en main qui est entièrement façonnable selon les protocoles médicaux des services hospitaliers qui souhaitent utiliser l'application. Donc l'idée, voilà, c'est de personnaliser le contenu en fonction des protocoles de suite, valoriser le savoir-faire des équipes, mais également de pouvoir harmoniser la prise en charge des patients. Donc un suivi médical à distance, nous avons redéveloppé certaines fonctionnalités telles qu'une messagerie sécurisée. Elle permet aux patients de prendre des photos, que ce soit sa cicatrice ou encore sa plaie, et pouvoir envoyer de manière instantanée, via cette messagerie sécurisée, la photo de sa plaie ou de sa cicatrice à son équipe médicale. Et l'idée, surtout qui est très importante à prendre en compte, c'est que l'algorithme que nous avons développé dans l'application eFeedback, elle va détecter les seuils au-delà duquel le patient présente des symptômes aggravants. Par exemple, on va poser une question au patient du type « Avez-vous de la température corporelle ? Avez-vous des douleurs au niveau du membre opéré ?» Et en fonction des réponses que le patient saisit à ce questionnaire post-opératoire, notre algorithme va détecter si le patient a besoin que l'infirmière, l'IDEC, l'infirmière de coordination, le rappelle par exemple, et ainsi lui donner la juste conduite à tenir.
Donc ça, c'était pour la partie ambulatoire. Pour la RAC, nous avons développé un ersatz suite à une demande d'un professeur hospitalier, qui est le professeur Tournigan à l'hôpital Henri Mondor à Paris, enfin à Créteil plus précisément, qui souhaitait pouvoir proposer une solution de télésuivi à ses patients suivis pour cancer, donc sous traitement chimiothérapique. Et nous avons donc développé OnConnect, donc une deuxième solution qui est de la même manière entièrement paramétrable, mais qui suit un concept un petit peu plus circulaire et non pas linéaire, c'est-à-dire que le patient va être accompagné à partir de la première consultation avec son oncologue, et le patient va être accompagné grâce à OnConnect tout au long de son suivi, entre donc ce qu'on appelle le suivi intercure, entre chacune de ces séances de chimiothérapie, en répondant à des questions bien précises relatives à ses effets secondaires ou non en lien avec son traitement de chimiothérapie. Donc le contexte du projet, l'idée d'OnConnect, ça a été véritablement d'améliorer l'organisation de la prise en charge autour de l'hôpital de jour, pour gérer de manière plus simple les toxicités, le fait qu'il n'y avait peu ou pas de moyens du tout pour garder un lien avec les patients à leur domicile, et de créer cette solution digitale facile d'usage entre l'hôpital et le domicile du patient. Et donc l'objectif d'OnConnect, ça a été véritablement de renforcer tout d'abord le lien et l'accompagnement médical à domicile, donc de communiquer et rassurer les patients qui font souvent face à de l'isolement, favoriser l'observance des traitements de thérapie orale, éviter les consultations et ou réhospitalisations non programmées et bien entendu le recours aux urgences, et également limiter les annulations des séances de traitement. Et dans un deuxième temps, prévenir les effets secondaires liés au protocole de chimiothérapie, comme je vous le disais, pouvoir les détecter et mieux gérer les symptômes s'il y en a en temps réel des patients. Une dernière chose très importante, c'est bien beau de collecter de la data, de remonter de la donnée en vie réelle dans une plateforme, mais ce qu'on a voulu faire, c'est aller au-delà, c'est-à-dire qu'on propose une interface pour que les équipes médicales, les équipes projets qui utilisent notre application soient autonomes, que ce soit sur le paramétrage ou bien sur l'exploitation des données. Donc on leur a mis en main ce qu'on appelle un espace client, avec un back-office également simple d'usage, qui permet de générer de la data facilement. On extrait, grâce à des requêtes informatiques assez basiques, que ce soit la satisfaction des patients ou encore de la donnée brute d'usage des patients, donc combien ont téléchargé l'application, est-ce qu'il y en a plus qui se connectent sur Internet ou bien sur leur smartphone, et puis au-delà de ça, de la data médicale à proprement parler, est-ce que sous tel ou tel autre traitement chimiothérapique, est-ce que les patients présentent davantage une sévérité ou une autre. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de leur proposer et de leur mettre clé en main ces exports bruts de données en vie réelle. Je vais passer la main à Omar pour la suite. Ah, David, pardon. Alors en fait, c'est un exemple intéressant parce que finalement, on peut avoir de l'innovation un peu sur mesure avec des grosses plateformes industrielles pour développer des programmes très pointus, comme on l'a vu sur le cas avec ce qu'on fait à la PHP ou avec l'IHU de Strasbourg. Des solutions sur étagère amenées par des acteurs innovants, agiles, des gazelles innovantes, des startups. Et finalement, on peut avoir une combinatoire des deux aussi qui est déployée, de manière à embarquer ces services à large échelle sur un territoire. On peut s'appuyer sur des programmes développés par des environnements médicaux très pointus, hein, donc là à Strasbourg, l'IHU, mais également l'IRCAD, hein, spécialisé dans l'imagerie, Institut de référence mondiale, avec les US, donc les hôpitaux de Strasbourg, avec les RS, GCS, etc., qui ont aussi des programmes innovants sur ces sujets-là, la CPM locale. Et on a aussi tout un écosystème de start-up qui est en train de fleurir. Et le vrai sujet, c'est que toute cette excellence, finalement, vous, moi, là dans la salle, au quotidien, on ne la croise pas tant que ça, un petit peu avec Doctolib maintenant, mais finalement pas tant que ça. Et donc les promesses que peut amener le digital au quotidien, il n'est pas si facile à croiser que ça. Et donc l'idée, c'est de rendre accessible l'excellence pour tous. Et ça, c'est un peu le sujet sur lequel on travaille beaucoup La Poste. On l'a fait avec des grands partenariats, des grands programmes. Donc j'évoquais avec Elsan, mais on a par exemple monté un partenariat stratégique avec Cerba, donc premier groupement d'analyse biologique français. Et l'idée, c'est aussi de le faire en territoire, dans des régions, pour pouvoir
exporter ces services. Et là, typiquement, on a un programme avec l'Eurométropole de Strasbourg, territoire de santé de demain, un projet précurseur, un projet de très grande ampleur. On vise 3 millions de personnes dans le cadre de ce programme-là. Tous les acteurs sont mobilisés, ARS, GCS, hôpitaux, enfin tout le monde sur le territoire, les universités, etc. Mais aussi des territoires ruraux. On a par exemple le pays de Bitche, ou les communautés de Bitche ou de Saverne. Et là, finalement, là, ils ont des vrais sujets, tous ces gens-là, puisque quand on échange avec les élus, le gros sujet pour eux, c'est de fournir des services effectivement dans les déserts médicaux, mais c'est aussi d'attirer des professionnels de santé sur leur territoire. Et alors le médecin, et on en parlait avec Omar là encore récemment, il incarne bien, c'est plus un loup solitaire qui vit au fin fond de la Pampa, qui va se prendre la voiture, vivre tout seul, isolé comme un ermite. Maintenant, le médecin, aujourd'hui, il a envie d'être connecté, de pouvoir, quand il a une question, échanger avec ses pairs, avoir un avis, un contre-avis, etc. Et en tout cas, la génération de médecins maintenant qui arrive, elle est très digitale, elle est très connectée. Et là, c'est vraiment des patrons de territoire qui me disent ça. Aujourd'hui, on a créé des belles maisons pluridisciplinaires. On a cherché à faire de l'attractivité en fournissant de l'équipement, etc. Et finalement, c'est très dur parce qu'il y a aussi cette dimension qu'il faut intégrer de plus en plus. Et avec ces acteurs, très concrètement, on va chercher aussi, grâce à du digital, à recréer du lien entre le médecin qui va s'installer dans cette commune, l'IHU, le Centre européen du diabète, enfin, tous ces acteurs d'excellence pour finalement créer aussi un réseau entre les professionnels de santé, une mise en réseau, une mise en résonance. Et ça, c'est intéressant parce que pour le coup, du coup, on peut diffuser ces innovations à large échelle. C'est l'excellence pour tous. Ce n'est pas l'excellence que pour quelques-uns, ceux qui habitent à côté de ces établissements. 11 500 communes dans cette situation-là. Ce n'est pas anecdotique. Et donc, du coup, on a ce grand programme. Donc là, on est en phase de lancement. Le projet Barthélémis est un des projets pilotes. On a un projet d'hôpital. Il va y avoir des projets sur la télésurveillance du diabète, de l'hypertension. On va mettre en œuvre, là très bientôt, un IPAC senior, donc des équipements pour les seniors à domicile, etc. On va tester toutes ces innovations. Et l'idée, c'est de créer des bouquets de services d'innovation sur le territoire et de pouvoir les déployer à large échelle, et à chaque fois en travaillant des modèles économiques sur des logiques d'épisodes de parcours. Donc on va commencer à évaluer des modèles qui ne soient pas que des modèles à l'acte, donc on va commencer à travailler sur des logiques de bout de parcours, également avec tous les acteurs institutionnels du système de santé localement. Et ce qui est intéressant, c'est que là on projette aussi nos services facteurs avec Omar. Donc on va projeter mes médicaments chez moi, par exemple, donc du portage de médicaments avec les pharmaciens. On va travailler sur des logiques de passage à domicile avec des facteurs, etc. Parce que finalement, il faut pouvoir accompagner le déploiement et pas juste livrer de la techno. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut pouvoir favoriser la prise en charge à large échelle. Donc on va expérimenter tout ça, mais pas sur un POC avec 50 personnes, mais sur un POC à 3 millions de personnes. Donc c'est quand même assez intéressant. Et donc c'est un projet de très très grande ampleur. Et là, enfin, on va, quand on habite sur ce territoire, quel que soit l'endroit où on habite, dans les années qui viennent, on a de réelles chances de croiser ces programmes innovants de numérique en santé. Et donc finalement, le sujet, pour nous, c'est de projeter ces services, non pas que sur ce territoire, mais aussi plus globalement au Mar, et c'est de l'ouvrir en repartant des territoires. Donc on fait des allers-retours, on part du haut, on revient vers le territoire, mais aussi une fois qu'on a capitalisé, de pouvoir le déployer et le généraliser. Voilà, en effet. Pardon. Oui, en effet. Donc vous avez vu que le groupe La Poste, avec toutes ses expertises et tout ce qui compose le groupe, a les moyens de développer des services, mais surtout, comme le disait David, d'associer la technologie et l'humain. Tout ça pour se baser sur cette grande valeur de proximité qui va permettre en fait à La Poste d'accompagner et de contribuer à apporter des réponses aux grands défis sociétaux et surtout de santé, où on a des réflexions sur le vieillissement de la population, comment prévenir l'entrée en dépendance, comment accompagner le maintien des capacités fonctionnelles des personnes âgées. Donc nous participons bien sûr aux grandes réflexions de type concertation nationale.
Le contexte est aussi l'augmentation du nombre de malades chroniques, donc on s'adresse à des populations malades, avec des outils qui permettent aujourd'hui, avec la digitalisation, d'accompagner le parcours de santé, on l'a vu, et tout cela dans un environnement qui est en pleine mutation, on va dire. Donc notre intervention va s'exprimer à travers 3 grands axes, hein, si on veut résumer. Donc, pour maintenir des personnes chez elles dans les meilleures conditions possibles, d'abord développer des services à la personne pour éviter justement le recours à des institutions quand ça peut être évitable. Travailler sur une réflexion autour de la santé à domicile, que ce soit en termes de coopération, en termes d'intervention ou en termes de coordination. Et donc les réflexions également sur l'accompagnement du parcours de santé grâce à toutes les innovations notamment et grâce au numérique. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter. Donc c'est quelques initiatives plutôt concrètes pour passer d'une vision conceptuelle de on pourrait faire ci et cela à des exemples précis qu'on a pu vous présenter, je l'espère, dans des détails. Et on est prêt maintenant à répondre bien évidemment à toutes vos questions. Merci. Thank you.